Charles-Édouard Boué, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes associé cofondateur d'Alpha Intelligence Capital, fonds international de capital de risque, auteur de l'ère des nouveaux titans, le capitalisme en apesanteur, publié chez Grasset en octobre 2020. AIC a pour vocation d'investir dans des sociétés d'intelligence artificielle, de machine learning, qui développent des technologies de pointe. Vous avez été CEO de Roland Berger de 2013 à 2019 et vous comptez plus de 20 ans d'expérience. Dans le conseil, vous êtes devenu un expert chevronné dans la définition de stratégies et de projets de réorganisation à grande échelle. Vous êtes spécialisé dans l'innovation disruptive, les nouvelles technologies, la transformation numérique, et vous avez développé une expertise particulière en matière d'intelligence artificielle. Vous avez vécu et travaillé dans 5 pays différents, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Allemagne, la Chine, et vous êtes auteur de plusieurs ouvrages sur le management moderne et la Chine, publiés en plusieurs langues. Votre ouvrage « L'intelligence artificielle, la chute de l'Empire humain » a été publié par Grasset en 2017 et vous venez de faire paraître donc votre dernier livre que vous allez nous présenter, « L'ère des nouveaux titans ». Bienvenue et première question, Charles-Édouard Boué, comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre, j'imagine avant la période que l'on traverse? Tout à fait. Nous sommes fin 2017. La chute de l'Empire humain a été publiée en mars. Et je commence à voir qu'il se passe des choses. On a le Brexit, on a Donald Trump qui a été élu il n'y a pas très longtemps. On voit que les titans, ou plutôt les acteurs technologiques explosent. Et je commence à regarder en me disant, il se passe quelque chose. Et au début, le titre, c'était autour des nouveaux monstres. D'accord. Et puis en regardant, on voit que la titanomachie ou les titans est beaucoup plus efficace pour le sujet. Et pourquoi avoir choisi ce terme titan, justement? Parce que, en fait, quand vous reprenez l'histoire, la période des titans est une période qui était supposée être un âge d'or, avec tous ces titans, et qui a donné lieu à un déluge et à l'arrivée de Zeus et l'ère des dieux. Donc voilà, c'était ça la thèse. Grasset m'avait commandité le livre début 2018. D'accord. Et il aurait dû être fini en fait pour l'été 2019. J'étais en retard. J'étais encore en retard, je devais le livrer pour janvier. D'accord. Il me manquait la partie déluge. Et puis est arrivé le Covid et donc j'ai repris l'écriture pour finir. Ce n'est pas un déluge, c'est une révélation, on va en parler. D'accord. Quelle méthodologie avez-vous utilisée? Comment vous avez écrit ce livre? Alors à chaque fois, il y a un travail documentaire, il y a un travail de réflexion. Le livre, vous le verrez pour ceux qui vont le lire, il est compact, court, comme dans tous les livres que j'ai pu écrire, moins de 200 pages, accessible, avec des citations dans chacun des paragraphes. Je travaille, comme j'ai fait sur les 2 livres précédents, en collaboration avec François Roche, qui était rédacteur en chef de la Tribune, et avec lequel on est en sparring partner, et que j'accompagne, et qui m'accompagne pendant toute la durée du livre, avec des phases intenses d'écriture, des phases de réflexion, et puis des phases de conclusion. La période du confinement a été une phase de conclusion. Et je rappelle justement que ce livre, vous pourrez le recevoir chez vous, puisque vous recevrez un mail qui vous permettra de renseigner vos coordonnées pour le recevoir et le lire après cette interview. Dans votre livre, vous parlez de capitalisme en apesanteur. Est-ce que vous pouvez nous définir ce terme? Alors, c'est un terme... le capitalisme, en fait, ce qui fait la gravité, que ce soit la gravité terrestre ou la gravité du capitalisme, pour le capitalisme, c'est 2 choses. C'est les taux d'intérêt. Oui. C'est ce qu'on appelle le fait que vous prêtez, ou vous dépensez. Et ça, c'est le principe de la cigale et de la fourmi qu'on a connu tous avec La Fontaine. Je vous donne 100 € aujourd'hui, que j'investis, vous me rendrez 110 dans 1 an ou dans 2 ans. Aujourd'hui, et on pourrait revenir sur l'origine des titans, aujourd'hui, les taux d'intérêt sont descendus à 0, voire négatifs. La Chine a émis des taux d'intérêt négatifs cette semaine. Et donc, dans cet univers-là, ce qui fait la vélocité du capitalisme, c'est cette contrainte de temps, la valeur du temps. La valeur du temps, c'est le taux d'intérêt. Donc aujourd'hui, première chose, les taux d'intérêt étant très bas, la valeur du temps est complètement différente. Donc on est sur le fait que 100 € aujourd'hui valent autant que 100 € dans 1000 ans, puisqu'il y a un taux d'intérêt 0, la valeur du temps est nulle. Et donc ça permet d'accélérer des processus. Donc ça, c'est un premier élément. Donc ça nous a mis en une sorte d'apesanteur, c'est ce que j'appelle l'apesanteur. Le deuxième élément du capitalisme qui donne sa gravité, c'est les faits. La Terre est ronde. Je me permets de vous couper, Monsieur Boué, j'ai l'impression qu'on a un problème de son. Je suis désolé. Ce qui était résolu. Voilà. J'ai un truc qui sonne dans ma poche. C'est pas dans votre poche, c'est chez moi, puisque j'ai le retour du chat du Teams. Je vous prie de nous excuser pour ce problème technique.
Donc, il faut que je recommence. Je vais peut-être vous demander de recommencer pour qu'on profite, parce que c'était quand même une réponse très complète et très intéressante, et c'est dommage. Voilà, sur le capitalisme en apesanteur. Donc je reviens. Donc la définition de l'apesanteur pour le capitalisme, c'est 2 éléments de gravité. La première, c'est le taux d'intérêt, qui est en fait la valeur du temps. Donc on avait l'habitude de prêter ou d'investir 100 € et on récupérait à un taux d'intérêt 10%, 110 € l'année suivante, 120, 140. Aujourd'hui, on a un taux d'intérêt proche de 0, voire négatif. Je le disais, la Chine a émis un taux d'intérêt négatif pas plus tard que lundi. Et donc ça veut dire que la valeur du temps est devenue quasi nulle. Donc, vous pouvez faire un projet où vous me donnez 100 € aujourd'hui, je vous rendrai 100 € dans 1000 ans. C'est ça le... Oui, c'est ça, en fait, le taux négatif. C'est-à-dire que c'est la valeur temps, c'est pas forcément la valeur financière. Exactement, la valeur temps est devenue négative. C'est la première chose. Et deuxième élément du capitalisme, quand on investit dans les entreprises dans lesquelles nous sommes, on regarde les faits. On regarde qu'est-ce que les consommateurs aiment. On regarde est-ce que la Terre est plate ou est-ce qu'elle est ronde. On regarde un certain nombre de faits. Et ce qui s'est passé maintenant depuis 12 ans, c'est que avec les fake news, avec les réseaux sociaux, avec la nouvelle façon de regarder les faits, vous avez aujourd'hui 60 millions de personnes qui pensent que la Terre est plate. 60 millions. C'est un groupe de consommateurs qui pensent que la Terre est plate. Vous avez des gens qui pensent que les vaccins, à tort ou à raison, sont dangereux, que la 5G va apporter des effets négatifs sur notre corps. Donc, le capitalisme d'aujourd'hui n'a ni les taux d'intérêt élevés pour donner de la gravité au temps, ni des faits de manière communément avérée. Et donc ces 2 éléments nous mettent notre capitalisme ce que j'appelle en apesanteur. Et dans votre analyse, est-ce que ça c'est viable? Est-ce que c'est quelque chose qui peut continuer? Alors, ce que je rappelle dans le livre, c'est qu'en fait, on pense aujourd'hui tous que nous sommes dans une ère technologique, c'est formidable. La réalité, c'est que ce n'est pas le cas. Nous sommes depuis 2008, la crise de 2008, dans une ère d'abondance de liquidités. Ces liquidités et ce taux d'intérêt ont fait que la technologie s'est accélérée. On a donc créé ces titans technologiques. Ces titans technologiques ont, normalement, dans la titanomachie, auraient dû créer un âge d'or. La réalité, c'est que, oui, ils ont créé un âge d'or, ils vous ont permis à nous tous d'acheter plus facilement, de se faire livrer, de voir des vidéos, de jouer. La réalité, c'est qu'en fait, au-delà de ça, ils ont commencé à attaquer nos modèles économiques, les modèles économiques traditionnels. Et le nombre de ces titans technologiques ne fait que de grandir. L'individu normal, vous, moi, en tout cas moi en particulier, voyant cette abondance de titans technologiques qui attaquent nos emplois, qui attaquent notre façon de vivre, on commençait à prendre peur. Et ça c'est dans les 10 dernières années. Cette peur, en fait, a engendré, alors je dis en général, ou par incantation ou par vote, des titans géopolitiques que nous avons aujourd'hui à travers le monde. Qu'ils aient été élus ou qu'ils aient pris le pouvoir dans certains pays. Donc en fait, aujourd'hui, vous êtes dans un monde qui est avec des taux d'intérêt bas, une liquidité abondante qui va s'accélérer après le Covid, et avec des titans géopolitiques et technologiques qui ne vont que grandir en nombre. Et alors justement, c'est important ce terme de titan géopolitique ou de titan politique. Est-ce que ça, vous pouvez nous en dire plus? La définition d'un titan, pour répondre à votre question, c'est, dans la titanomachie, c'est quelque chose, un être, qui contrôle un espace. Il peut contrôler une géographie, la terre, l'air, la mer. Il peut contrôler l'amour, la guerre. Il peut contrôler un certain nombre d'autres éléments. Et en fait, chacun de ces titans a un espace de prédilection et des forces. Les titans technologiques opèrent ou dans le search, dans la recherche, ou dans les réseaux sociaux, ou pour acheter Amazon. Et les titans géopolitiques opèrent sur des territoires nationaux, dans les pays dans lesquels ils opèrent. Donc, nous sommes dans un monde de titans. D'accord. Et vous parlez également de la puissance des réseaux sociaux, puisque aujourd'hui, ces titans politiques, ils ont finalement leur communication au bout des doigts, sans citer, sans viser personne. Ces titans technologiques ont donné ce pouvoir aussi aux politiques et à la géopolitique. Les titans technologiques ont, permis, avec les réseaux sociaux, avec les tweets, à des titans géopolitiques d'utiliser leurs outils technologiques. On l'a vu avec Cambridge Analytica et d'autres influences qui ont été faites sur les votants. Et en même temps, ils ont, comme je l'ai dit précédemment, donné du stress, de la peur, de la pression. On se demande quels emplois pour nos enfants. Est-ce que j'aurai un emploi demain? Qu'est-ce que je fais avec mon épargne, puisqu'elle ne rapporte plus? Est-ce qu'épargner, ça vaut toujours? Est-ce que je dépense?
Et donc, dans cet univers-là, les gens prenant peur vont être beaucoup plus ouverts à écouter le populisme ou le titan géopolitique qui lui-même a son outil technologique pour communiquer. Et alors, vous ne donnez pas de solution dans votre livre? C'est volontaire? Alors, j'ai souhaité, un petit peu comme dans tous les livres que j'ai écrits avant, que le lecteur se forge une opinion sur ce qui se passe et expliquer le mécanisme qui a commencé en 2008 et qui fait qu'aujourd'hui, nous avons cette abondance de titans technologiques et géopolitiques et que le phénomène va s'accélérer. Après, ce que j'ai écrit dans le livre, c'est que pendant le Covid, nous avons eu la révélation d'un monde où nous avons testé un certain nombre de choses. Nous avons testé les mondes virtuels, puisqu'en fait, aujourd'hui, là, nous sommes, à part nous deux, nous sommes tous réduits et encore à des 1 et des 0 transformés dans le net. Et donc, ce n'est plus une relation humaine, c'est une relation virtualisée. On a vu aussi que la consommation d'opiacés, j'en parle dans le livre, et de jeux et de monde virtuel a augmenté de manière dramatique dans les 12 derniers mois. On a aussi vécu le revenu universel. On a vécu des gens qui étaient chez eux et qui gagnaient plus. Un Américain moyen gagnait plus pendant la crise du Covid qu'en travaillant. C'est un peu différent en France. On a vu aussi la liberté de se déplacer, la liberté de fonctionner. Donc, on a testé pendant les derniers mois un monde révélé sous la houlette de nos amis titans. Et finalement, c'est assez inquiétant. Ça nous permet, effectivement, ce livre nous permet de comprendre et d'avoir votre analyse. Mais c'est assez inquiétant, on a envie d'aller trouver des réponses. Où on peut aller trouver des réponses? Alors, il y a des réponses dans le livre qui sont pas qui sont assez explicites. La première, c'est que si nous ne faisons rien, qu'est-ce qui s'est passé avec le Covid? Ça n'a pas été un déluge, ça a été une révélation du monde dans lequel nous vivions. On a eu la chance d'avoir les titans technologiques qui nous ont servi. Sans eux, nous ne serions pas là, en train de faire ce Teams. Sans eux, nous n'aurions pas pu commander à la distance. Sans eux, nous n'aurions pas pu échanger avec nos voisins et travailler, ou même commander et regarder des films. Ce qu'ils nous ont révélé aussi, c'est que l'être humain était relativement fragile et qu'il y avait un écart significatif entre ceux qui avaient et ceux qui n'avaient pas. Ceux qui pouvaient et ceux qui ne pouvaient pas. Ceux qui décidaient et ceux qui ne décidaient pas. Et en fait, ça nous amène naturellement vers un univers où l'être humain étant potentiellement dépassé, dominé par ces titans, on a un risque de violence. On l'a vu aux États-Unis, on l'a vu un peu en France avec les Gilets jaunes. Donc, on est en train d'avancer tout doucement vers un monde où, si on continue comme ça à avoir d'un côté la technologie, de l'autre côté l'humain, un vrai risque de violence et de violence physique. Et alors justement, vous parliez de l'impact du Covid, donc qui est une révélation. Mais quel est l'impact du Covid sur ces titans? J'ai bien compris l'impact sociétal, mais sur ces titans, est-ce que finalement ça va les renforcer? Puisque dans ces titans, peut-être que Microsoft, qui est avec nous, qui nous écoute, on est sur Teams, donc je prends cet exemple, ça renforce aussi leur position. Quel est leur impact? Quel est l'impact du Covid à court, moyen, long terme? Le Covid a eu 2 impacts, ou 3 impacts. Le premier, c'est qu'il a accéléré la digitalisation de l'économie. On a été obligé de commander, on a été obligé de passer au digital. Certaines personnes qui ne croyaient pas au télétravail ont dû passer au télétravail. La deuxième chose, et je l'ai dit un peu avant, on a déclenché une abondance de liquidités et on a poussé les taux d'intérêt vers le bas. Donc en fait, tous les mécanismes qui avaient commencé en 2008 vont s'amplifier et s'accélérer. Donc ça va nourrir la tyrannomachie. Et enfin, comme on est dans des mécanismes de taux d'intérêt négatifs, et on pourra en parler 2 minutes, la valorisation de ces titans technologiques a explosé et va continuer à exploser. Et donc ils seront de plus en plus puissants, de plus en plus prégnants. Sur l'impact, je vois une question, pardon, je la prends comme ça, puisqu'on est sur l'impact sociétal dont on vient de parler. Ouais. On a une question où on nous demande finalement, est-ce qu'on n'est pas à l'aube d'une guerre civile? Est-ce que finalement c'est pas un risque qui est réel, qui nous paraissait complètement irréel? On a commencé à se poser la question avec les Gilets jaunes. Mais quid de l'après-Covid? C'est ce que j'écris dans le livre, c'est que dans un monde dominé par les titans, si on regarde la titanomachie, il y aura un déluge, une forme à définir, et il y aura besoin d'un nouveau monde. Mais ce que j'écris dans le livre aussi, c'est que ce nouveau monde ne sera pas une réforme du capitalisme. Le capitalisme existe depuis 2000 ans ou plus, donc il ne sera pas réformé. Mais par contre, qu'on a tous collectivement besoin de travailler sur un narratif de sortie, un narratif pour les humains, sinon on va aller vers une violence physique, puisque, comme le cite Isaac Asimov dans un certain nombre de ses ouvrages, la violence est le dernier refuge de l'incompétence.
Je ne dis pas que nous sommes tous incompétents, mais nous sommes en train d'être dépassés par l'abondance de technologies. Nous ne savons pas quoi faire, où investir, quoi étudier, comment se positionner, que faire pour nos enfants, nos parents. Et donc, on va se mettre en position d'incompétence petit à petit. Et donc, naturellement, le risque, c'est la violence. Et donc, il faut trouver très vite des solutions. Dans l'actualité, si on fait une image aujourd'hui par rapport au Titan, dans l'actualité, il y a une pluie de lois antitrust. On parle des États-Unis, mais ça commence aussi à vraiment prendre dans de grandes régions du monde. Est-ce que ces lois antitrust et plutôt plus généralement cette réglementation antitrust, elle est applicable à l'économie du numérique? Tout à fait. En fait, les lois antitrust ont fait un travail formidable par le passé. Elles ont démantelé les AT&T, elles ont attaqué les Microsoft. Là, en ce moment, on attaque donc ces GAFA, ces géants technologiques. Je vois deux problèmes. Un, c'est très bien de faire ça, mais on attaque le passé. Et deuxièmement, comme je le disais, le nombre de titans technologiques étant en augmentation exponentielle, le travail de la Commission va être exponentiel. Donc le vrai sujet, ce n'est pas de s'occuper des titans du passé, il faut le faire, mais c'est de comment on régule et on travaille avec les titans du présent et du futur. Et vous pensez qu'on doit aller sur ce démantèlement? Est-ce que même on peut se poser la question, est-ce qu'il y aura véritablement un démantèlement? Vous donniez justement l'exemple de TNT. TNT aujourd'hui aux États-Unis, c'est devenu plusieurs titans, ouais. Mais ça n'a pas véritablement été démantelé, c'est quasi impossible. Est-ce que ça c'est possible aujourd'hui avec les titans? Ça c'est très théorique. En fait, pour moi, il y a deux choses. Un, le démantèlement des titans est un sujet intéressant, mais c'est un sujet du passé. Il faut réglementer, il faut éviter les abus. Le vrai sujet, pour moi, en tout cas c'est ce que j'ai écrit dans le livre, c'est comment on construit le futur. Et ce n'est pas en démantelant le passé qu'on construit le futur. Je vais passer aux questions, puisque je vois qu'il y a de nombreuses questions de la part des assistants de dirigeants et des DSI qui sont avec nous. Quelles issues pour le monde moderne à court et moyen terme? Alors la bonne nouvelle, quelque part, c'est qu'on a ouvert les vannes des taux d'intérêt négatifs ou à zéro, ouais. Et qu'il est très probable que ça va continuer. Parce qu'en fait, personne aujourd'hui n'a intérêt à remonter les taux. Le principe économique de macroéconomique traditionnel, c'est de dire je baisse les taux pour libérer l'économie se remet en route, l'inflation repart. L'inflation dépasse les 2%, je remonte les taux d'intérêt. La réalité, c'est que nous sommes, depuis maintenant 50 ans, sous une pression technologique déflationniste. Et donc, en fait, tous les mécanismes que j'ai décrits, en fait, ne vont que mettre une pression déflationniste sur les prix. Donc, il est vraisemblable que les prix à la consommation ne vont pas augmenter et que les taux d'intérêt vont rester bas. Les États n'ont aucun intérêt à monter les taux parce qu'aujourd'hui, ils empruntent à taux négatif. Oui. Donc, en fait, ils vous empruntent 500 millions, vous leur donnez 538 millions et ils vous rendent 500 millions dans 10 ans. C'est un très bon deal. Les géants technologiques n'ont aucun intérêt à ce que les taux d'intérêt remontent, puisque aujourd'hui, on peut financer un projet pour aller sur Mars, même si on ne sait pas aujourd'hui si les gens peuvent vivre sur Mars. Donc, vous êtes dans un univers où en fait les taux d'intérêt vont rester bas et le système va continuer à s'alimenter. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Est-ce qu'on l'utilise pour faire du revenu universel, qui est une solution qui a été évoquée? Mais ça, c'est du court terme et transformation, gestion de la transformation. Et est-ce qu'on l'utilise pour transformer notre société, pour rendre la France plus verte, pour rendre la France plus technologiquement en avant, pour moderniser notre État? Et ça, on a une fenêtre de tir de 10 ans qu'on peut utiliser. Donc ça, c'est du court terme. En tout cas, le court terme agira sur le long terme par rapport aux investissements. Ma question sur les taux négatifs, dont vous parlez beaucoup dans ce livre, est-ce que c'est quelque chose de viable? Je repose cette question-là, mais dans 50 ans, est-ce que c'est quelque chose qui pourra continuer sans avoir explosé à un moment donné d'un point de vue économique, hein? Je ne parle pas du sociétal. Pour que ça explose, il faut que le système perde confiance. Aujourd'hui, l'ensemble du système est basé sur la confiance. Nous n'avons plus d'étalons or, donc on ne peut pas dire que la masse monétaire est corrélée à une masse physique. Donc il n'y a aucune limite sur la masse monétaire. Et les taux d'intérêt négatifs, c'est extrêmement paradoxal. Je pense que personne dans ce team ne peut comprendre le sujet. Je vous conseille, c'est ce que j'ai fait il y a 1 an exactement, un peu plus d'1 an, dans un avion, sur un Paris-Shanghai. J'ai pris une feuille Excel et j'ai fait le calcul de ce qu'était l'impact des taux d'intérêt négatifs. Donc je vous donne un exemple, c'est dans le livre. Si vous êtes sur un profil d'investissement classique et que vous êtes à taux d'intérêt 0,
eh ben, la somme de l'argent que vous me donnez et que je vous rends, c'est ça, l'argent que vous avez gagné. Si vous êtes sur des taux d'intérêt à 10%, bah vous allez me dire, Monsieur Boué, vous êtes gentil, je vous prête 100 euros. Si vous ne me rendez pas 130, 140 euros dans quelques années, ce n'est pas possible. Et moi, je veux dire, maintenant, il me faut beaucoup plus d'argent. Et donc, en fait, vous allez être prêt à me donner moins d'argent. Vous allez me donner 40 euros pour pouvoir faire mon truc. Quand les taux d'intérêt deviennent négatifs, ce n'est pas 40 euros que ça vaut, c'est 400 euros. C'est-à-dire que l'argent que je vous rends, 100 euros que je vous rendrai dans 1000 ans, valent 400 euros aujourd'hui. Ouais. Et alors, si le truc est accentué, c'est-à-dire que je suis encore plus fou, je ne vous demande pas 100 euros, je vous demande 1000 euros. Mais 1000 euros vaudra 1800 euros. Et les 1000 euros à taux d'intérêt normaux, les 10% de l'ancien monde, valent moins quelque chose. Donc, vous n'allez jamais me donner 1000 euros. Donc, il y a 10 ans ou 20 ans, je vous aurais demandé 1 milliard d'euros pour aller sur la Lune, sur Mars. Vous m'avez dit, Monsieur Bou, vous êtes très sympathique, retournez dans votre cave. Aujourd'hui, vous allez me dire, non, pas 1 milliard, je vous donne 2. Donc, c'est ça les taux d'intérêt négatifs. C'est un changement total de paradigme, une traversée du miroir, qui fait que ça va changer les comportements, et ça a déjà changé les comportements, on le voit sur le Nasdaq. Oui. Et est-ce que dans ces solutions que vous proposez, que vous commencez à proposer, est-ce que c'est... quelle est la part du secteur public, quelle est la part du secteur privé? On parle de la France, mais plus globalement en Europe, aux États-Unis, dans cette quête des solutions. Comme je l'ai dit, on a des titans technologiques, on a des titans géopolitiques. Donc la solution, elle est à la fois autour de l'entreprise et des États. On ne pourra pas... En fait, le phénomène qui a commencé en 2008 ou 2009, suite à la crise financière, où on a voulu se protéger d'une crise à la 1929, nous a mis dans une autre situation, qui n'est pas une situation qui est mauvaise, mais qui est une situation de titanomachie. Donc on ne pourra résoudre que si on travaille à la fois sur nos titans géopolitiques et sur l'État, et rassurer nos concitoyens sur le monde de demain, pour leurs enfants, pour eux, pour leur retraite, et qu'en même temps, on a traité le sujet des titans technologiques, parce que s'ils sont tous étrangers au territoire européen, c'est très compliqué de les gérer, parce qu'en fait, ils sont potentiellement plus alliés de titans géopolitiques américains ou chinois que d'un titan géopolitique français ou européen. Et selon vous, quelle est la place aujourd'hui de l'Europe? On parle, effectivement, on est avec ces titans, le titan américain, le titan chinois, avec chacun ses acteurs. Quelle est la place de l'Europe au milieu des deux? Justement, et je l'avais écrit dans le livre précédent et dans un livre encore précédent qui était le premier livre chez Grasset qui s'appelait Confucius et les automates, l'avenir de l'homme dans la civilisation des machines, où Olivier Nora, qui dirige Grasset, m'a demandé de faire un chapitre sur la France. Et ce livre a été publié en 2014. Et dans ce chapitre, j'expliquais que pour gagner la bataille du futur, il fallait travailler sur ses forces. Et nos forces, les Françaises, c'était quoi? C'est tout le domaine mathématique et physique, mathématiques appliquées. On est très fort et on voit bien que dans les grandes boîtes informatiques, dans les grands groupes technologiques, il y a beaucoup de Français. La santé, où on a eu un avantage compétitif qu'on a perdu. Et sur tout ce qui était le loisir, puisque dans le monde de demain, avec du revenu universel ou d'autres formes de revenus, les gens auront besoin de temps pour le loisir et le loisir réel. Donc nous avons, la France, 3 atouts. Potentiel mathématique et technologique, intelligence artificielle. Potentiel sur la santé. Potentiel sur être le lieu où les gens vont prendre du plaisir à manger, vivre et avoir un engagement physique plutôt qu'un engagement virtuel. Il n'y a plus qu'à activer ces potentiels. Ça, c'est une touche positive. Merci Charles-Édouard Boué pour toutes ces réponses et cette présentation du livre L'ère des nouveaux titans.